Je m'appelle Frédéric Oudard, donc déjà je suis bien content de passer ce moment ici avec toi. Me présenter en quelques mots, ça va être une épreuve mais on va essayer. Donc je suis ostéopathe du sport et je suis posturologue spécialisé en préférence motrice. Je suis également le cofondateur de Ultime. Donc Ultime, c'est un centre sport-santé situé à Binche. Chez Ultime, on a deux pôles. On a un pôle sport et un pôle santé. Dans le pôle santé, on a différents professionnels de la santé, des ostéopathes, des médecins, kinés, pédicures, podologues, etc. On a des consultations qui sont spécialisées également pour le sportif, diététique du sport, médecine du sport, ostéo du sport et ainsi de suite. Et on a ensuite une partie sport. La partie sport, elle comprend un peu plus de 50 cours par semaine. Tous ces cours sont répertoriés par niveau, ce qui nous permet de prendre en charge autant papy qui a envie de pouvoir ressoulever ses petits-enfants que jusqu'aux sportifs de haut niveau. Tous ces cours sont encadrés, coachés et on a toujours les corrections qui sont adaptées au profil de la personne. On a également des cours de sport de combat et là on a différents cours de sport de combat allant des techniques au sol jusqu'aux techniques pieds-poings et MMA pour combiner le tout. J'ai pratiqué le karaté Shitoryu pendant 6 ans jusqu'au grade de 2e Kyu. J'ai également pratiqué 2 années de Mastro Defense System ainsi que 2 années d'Apkido. Toutes ces techniques martiales ont également façonné ma manière de concevoir et de concevoir la vie et de travailler également. Donc on va avoir par exemple en karaté des techniques qui vont demander une mise en tension, une impulsion et un transfert de poids. Ça va être exactement la même chose qu'on va avoir en ostéopathie ou pour manipuler une articulation. On va avoir également une mise en tension, une impulsion, chercher le moment adéquat et ensuite un mouvement explosif qui est le mouvement explosif qu'on retrouve également dans les sports de combat. Alors donc je fais également de la course à pied, que ça soit en course à pied, que ça soit en pratique martiale et même dans les autres sports. Je dis tout à l'heure que j'étais spécialisé en préférence motrice. Les préférences motrices, c'est quoi? C'est la manière préférentielle de bouger. Donc on est tous différents, on bouge différemment, on pense différemment et donc il faut qu'on ait une gestuelle qui est adaptée à ça et une prise en charge qui est également adaptée. Donc par exemple, en course à pied, on va avoir des coureurs de type terrien, des coureurs de type aérien. Les coureurs de type aérien vont être beaucoup plus sur l'avant-pied, beaucoup plus rebondissants, là où les coureurs terriens vont être beaucoup plus ancrés au sol, avec une foulée qui va être beaucoup plus rasante. En karaté, pour donner un exemple en karaté également, on voit des pratiquants qui vont être beaucoup plus hauts et beaucoup plus rebondissants, là où on en voit certains qui vont être beaucoup plus ancrés dans le sol. Ceux qui sont plus hauts et rebondissants vont préférer des mouvements où ils reviennent en arrière pour pouvoir donner une impulsion et utiliser ce qu'on appelle une contraction pliométrique. A l'inverse, ceux qui sont ancrés au sol vont pouvoir partir, on appelle ça en start and stop, donc de la position 0 directement vers l'avant, en utilisant eux cette fois-ci la force concentrique. On a vraiment toutes sortes de blessures qui vont être en fonction justement du type de sport ou d'art martial qu'on va effectuer, mais on peut les répertorier en 2 grandes catégories, donc les sports de projection type judo, jiu-jitsu, etc. et les sports de frappe. Dans les sports de frappe, on pourra encore faire une différence entre les sports de coups de poing et les sports de coups de pied. Donc, si je reprends pour chacune de ces catégories, dans les sports de projection, on va avoir une pathologie dite traumatique avec des luxations et des entorses, principalement épaules, coudes, poignets. Et on va également avoir une pathologie micro-traumatique qui est souvent liée à des problèmes au niveau de la colonne, des problèmes rachidiens dus aux chutes répétées. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pathologie dans les sports de projection.
Ensuite, dans les sports de percussion, donc là, on a les sports de coups de poing où on va avoir une pathologie traumatique en impaction. Donc, on va avoir des traumatismes au niveau poignet, au niveau coude et épaules dus à cette percussion. Et les micro-traumatismes, en fait, seront les mêmes, mais n'arriveront pas sur un moment sec, mais arriveront au fur et à mesure. Et dans les techniques de coup de pied, cette fois-ci, dans les techniques de coup de pied, on va avoir principalement des entorses de cheville dues à la position. Donc pour donner un coup de pied, il faut être debout sur l'autre. Et donc évidemment, cette position instable au niveau du membre inférieur d'appui peut créer des problèmes d'entorse. Et ensuite, on a les sports mixtes qui combinent en même temps des sports de percussion et des sports de projection, comme le MMA par exemple, où on peut retrouver un peu l'ensemble des pathologies qu'on a expliquées juste avant. Donc on a vu juste avant qu'il y a deux types de blessures, les blessures traumatiques et les blessures micro-traumatiques. Les blessures traumatiques, on ne pourra pas toutes les éviter, bon, le traumatisme est là. Par contre, on pourra franchement diminuer la quantité de blessures traumatiques. Donc si je prends deux exemples, si on a un sportif qui est en pleine forme, qui est musclé, qui est souple et qui a bien dormi, bah, il acceptera beaucoup mieux un traumatisme que quelqu'un qui est sous-entraîné, qui n'est pas musclé, qui n'est pas souple et qui a mal dormi. Donc on ne sait pas tout le temps empêcher les pathologies traumatiques, mais on peut arriver à les limiter. Dans les pathologies maintenant micro-traumatiques, là par contre on peut très clairement les éviter avec une mise en place de prévention, que ce soit au niveau prépa physique ou que ce soit au niveau suivi ostéopathique, posturologique ou autre, suivi corporel. Dans cette pathologie micro-traumatique, on va avoir deux grandes catégories. On a les pathologies micro-traumatiques du débutant et celles du sportif professionnel. Donc le débutant, on va avoir un défaut de gestuelle et donc les microtraumatismes sont dus à ce défaut de geste, alors que le professionnel va très fréquemment avoir une gestuelle qui va être beaucoup plus propre, mais par contre va avoir une répétition qui va être beaucoup plus importante et avec des pathologies qui sont totalement différentes en fonction de si on est sur un problème d'un côté ou un problème de l'autre côté. La grande majorité des problèmes viennent souvent d'un manque d'entretien de la machine. Donc si je compare le corps à une voiture, on n'attend pas que la voiture elle explose pour la porter au garage, en tout cas j'espère. Pour notre machine, ça doit être la même chose, donc on doit avoir un entretien régulier également. Comme pour une voiture de sport, cette fois-ci, la voiture de sport doit avoir un entretien encore plus régulier que la voiture classique. Pour le sportif, c'est exactement la même chose. Il faut un entretien qui est affiné, adapté à la charge de travail qu'il va supporter. Oui, donc c'est même super important de pouvoir arriver à les percevoir. Pour vous donner un ordre d'idée, je vous dirais d'abord qu'il faut traiter la cause et pas le symptôme. Donc si je prends un exemple, très souvent on va voir des sportifs qui ont un mouvement qui devient limité et on va avoir comme idée de répéter le mouvement d'un nombre de fois pour essayer de l'améliorer. C'est un peu comme si vous êtes maintenu par un élastique et vous allez essayer tous les jours de tirer sur l'élastique pour essayer de l'assouplir. Alors là, on agit sur le symptôme. Ce qui est plus utile, c'est d'aller agir sur la cause. Donc se demander pourquoi l'élastique est en tension. Et aller travailler la cause, ce qui permet de libérer le mouvement. Donc la libération du mouvement va être due à trouver la cause et traiter la cause. Ensuite, je dirais également qu'il faut prévenir plutôt que guérir. Donc la prévention, super important et c'est vraiment une des parties qui est la plus problématique parce que souvent on se dit tout va bien, je vais bien et donc on oublie cet entretien. On peut imaginer le corps comme un seau d'eau qui va se remplir au fur et à mesure. Au début, on a un blocage, un deuxième, un troisième, un sixième, un cinquième, un sixième, etc. Et à un moment, le seau déborde. Le but, ce sera de vider le seau avant qu'il ne déborde. Et donc ça va nous amener à percevoir les signaux les plus subtils, les plus fins. Donc
une petite douleur, une petite tension qu'on peut sentir alors qu'on vient juste de faire son entretien. Donc sous-entendu, le seau est presque vide et on a donc une grande marge d'adaptation. Si on a des petites tensions qui arrivent à ce moment-là, c'est pas très grave, il ne faut pas consulter tout de suite. Si ça ne dure pas plus que 3 jours, il ne faut pas s'en inquiéter parce que le corps a des capacités d'adaptation. Si par contre vous avez exactement la même sensation alors que votre seau est très rempli, là évidemment ça va devenir beaucoup plus problématique et donc il faut s'en inquiéter directement. D'où l'intérêt de savoir si on a le seau qui est un peu rempli, moyennement rempli ou beaucoup rempli. Et c'est là où au fur et à mesure, avec l'habitude, les sportifs arrivent à savoir si leur seau est un peu moyen ou beaucoup. Et moi par exemple, je vais les aider donc en ostéopathie à percevoir justement si leur seau est très rempli ou pas très rempli. Oui, certaines plus que dans la population normale et d'autres moins que dans la population normale, mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on a des déséquilibres entre côté gauche et côté droit et des déséquilibres entre avant et arrière. Là encore, il faut donc pourquoi des déséquilibres gauche-droite? Parce qu'on va avoir un mouvement préférentiel, un côté préférentiel, et donc on va très fréquemment répéter beaucoup plus ce côté-là que l'autre. Tant que c'est fait dans une certaine fourchette, ça pose pas de souci, mais quand c'est fait de manière trop importante, là ça commence à devenir problématique. Il faut qu'on ramène ça également aux préférences motrices de la personne. Donc si je prends par exemple quelqu'un qui est fait pour être vers l'avant, si lui il a un déséquilibre qui est plutôt vers l'avant, ce déséquilibre va être tout à fait dans sa manière de fonctionner et donc ne sera pas problématique chez lui. Et on va avoir deux problèmes. Le problème, ce serait s'il est bien en avant, mais beaucoup trop en avant. Donc ça, c'est des pathologies qu'on appelle d'excès de profil. Il est dans le bon sens, mais beaucoup trop dans ce sens-là. Et sinon, il y a ce qu'on appelle les pathologies de défaut de profil, où là, le patient va être carrément à l'inverse de ce qu'il est censé être, et c'est les cas les plus problématiques. Alors oui, donc l'échauffement ultra important doit amener le sportif vers la contrainte qu'il va avoir durant son sport, que ce soit l'entraînement, que ce soit une compétition. Et donc il faut respecter différentes étapes dans cet échauffement. Ces différentes étapes, je les mettrai personnellement en 6 points. Un premier point, on va faire un travail articulaire, un travail de mobilité avec des techniques par exemple de circonduction au niveau du poignet, au niveau des coudes, au niveau des épaules, hanches, genoux, chevilles. Des techniques de mobilisation dans l'axe, flexion, extension au niveau rachidien et des mouvements de rotation au niveau rachidien. Donc tous ces mouvements sont encore des mouvements qui sont assez lents, des mouvements qui vont travailler la mobilité. Ensuite, on va travailler le système cardiovasculaire, donc on va commencer à monter en température avec des exercices du style talons-fesses, du style lever de genoux, on peut faire des burpees, on peut faire des déplacements gauche-droite un peu plus actifs. Le but à ce moment-là est de faire monter la température au niveau corporel. Ensuite, on va travailler au niveau musculaire, donc les différents exercices musculaires doivent comprendre du gainage, ultra important d'avoir un centre fort et un gainage important. Et ensuite, différents exercices de renforcement au niveau membre inférieur, au niveau membre supérieur, tels que des squats au niveau membre inférieur, des fentes, etc. Le quatrième point va être un travail au niveau du système nerveux, donc de la coordination. Donc là, pour arriver à coordonner, je prends l'exemple d'un coup de pied, l'idée est de rester sur un pied, d'effectuer différents mouvements, coup de pied, coup de poing, pour arriver à maintenir ce gainage et avoir cette coordination nécessaire. Ensuite, on va passer au cinquième point. Le cinquième point, ça va être la gestuelle spécifique au sport, spécifique à ce qui va se passer après dans l'entraînement ou dans la compétition. L'idée est de répéter les différents mouvements. Donc, si je viens faire un mouvement de coup de poing, un mouvement de coup de pied, je vais les faire de manière lente, en pleine conscience du mouvement. Le but est de travailler le schéma moteur du mouvement. Et ensuite, le sixième point, je vais augmenter progressivement l'intensité pour en arriver à l'intensité maximale qui sera demandée dans l'effort qui va suivre.
qui est bien à faire en dehors des périodes d'entraînement, c'est les points 1 et 5 de ce qu'on vient d'expliquer juste avant, donc à savoir le travail de mobilité, donc des exercices qui vont travailler la souplesse, donc des exercices lents toujours, et ensuite la gestuelle spécifique. Donc le travail lent au niveau du contrôle moteur va être super important. Certaines personnes aiment bien varier, donc feraient un exercice un jour, un autre le lendemain, un autre le surlendemain, alors que d'autres vont faire le même exercice pendant une semaine, le même mouvement pendant une semaine pour arriver à bien l'intégrer. Là aussi, c'est deux manières différentes de fonctionner. Un qui préfère la variété, l'autre qui préfère la répétition. C'est pas ni mieux ni moins bien, mais il faut juste que chacun choisisse sa propre préférence là-dedans. Alors oui, évidemment, donc les matériaux maintenant deviennent de plus en plus qualitatifs, la conception du matériel également, et donc ce serait vraiment dommage de s'en priver, et pour ça on va chez Daisho. Très clairement, donc que ça soit la nutrition, que ça soit l'hydratation, et je rajouterais même un troisième point qui est le sommeil. Donc pour faire le triptyque nutrition, hydratation, sommeil, qui est vraiment la clé de voûte. Sans ça, on peut s'entraîner comme on veut autour, ça fonctionnera pas. Que ça soit pour avoir de l'énergie ou que ça soit pour la récupération. Donc si on regarde l'hydratation, le corps est composé principalement d'eau. Une petite déshydratation d'1 à 2% pose déjà des soucis au niveau corporel, et à partir de 3% de perte hydrique, donc de perte d'eau, donc 3% du poids de corps, là on a un risque de blessure qui est très clairement augmenté. Petit tips au niveau hydratation, il vaut mieux boire souvent et un peu que beaucoup en une fois. Donc se dire j'ai pas bu pendant une bonne partie de la journée, je vais boire 1 litre pour pouvoir compenser, ça marche pas parce que le corps peut pas accepter tout ça en une seule fois. Donc pensez bien à fragmenter la prise de liquide. Ensuite, au niveau nutrition, clairement, nutrition qui va amener l'énergie, qui va amener le carburant. On a fait tout à l'heure l'analogie avec la voiture. La nutrition, c'est le carburant qu'on va mettre à l'intérieur. Ce carburant va être important non seulement pour avoir de l'énergie, mais également pour réparer les dommages qui peuvent être occasionnés. Et enfin, la partie sommeil, ultra importante également. Ce qui va être important au niveau sommeil, on entend souvent dire oui, il faut 7 à 9 heures de sommeil, ce qui est classiquement ce qu'on entend, mais plutôt que de calculer le sommeil en termes de quantité, c'est utile de le calculer en termes de qualité. Au niveau qualité, au niveau sommeil, on va devoir respecter le rythme circadien, donc le rythme jour-nuit. Et donc, petit tips au niveau sommeil, se coucher et se lever à heures régulières permet de rééquilibrer ce rythme circadien avec les productions d'hormones mélatonine qui va permettre l'endormissement, et le matin, production d'hormones cortisol qui va permettre l'éveil. Donc dans les différents cycles, on a ce qu'on appelle le sommeil léger, et en plus profond, on a le sommeil REM, donc Rapid Eye Movement. Donc c'est un moment de sommeil dans lequel on a des petits mouvements au niveau oculaire qui sont rapides. Et le sommeil profond. Le sommeil profond et le sommeil REM vont être les deux parties du sommeil qui vont être appelées le sommeil récupérateur. Et donc ce sont ces moments de sommeil qui sont les plus utiles dans notre période de sommeil. Donc on peut très bien dormir très longtemps, mais ne pas avoir eu beaucoup ni de REM ni de sommeil profond, et donc de ne pas avoir eu une récupération satisfaisante. Ouais, donc on a parlé beaucoup jusque maintenant du corps, mais il y a tout l'aspect mental qui va être également important. Perso, j'ai un rituel d'ancrage au niveau mental qui me permet de passer du mode travail au mode sport. Parce que très souvent, on est dans sa journée, on travaille, hop, on attrape son sac et puis on file à l'entraînement. Et on remarque que beaucoup de gens en fait sont à l'entraînement, mais n'y sont pas encore tout à fait. Et donc mentalement, être dans ce qu'on fait au moment où on le fait, super important. Mon rituel perso, c'est le moment où je viens nouer la ceinture, le moment où je serre la ceinture, sentir cette tension est associé pour moi au passage du mode travail au mode sport. Donc c'est juste mon exemple, ça peut être franchement différent chez chacun. Certains peuvent par exemple faire
Une inspiration à fond. Et ensuite souffler à fond. Certains ferment les yeux puis réouvrent, certains ont un mouvement ou un bruit. Donc peu importe, trouvez le rituel qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, pensez à être présent dans ce qu'on fait est ultra important. Oui, ben donc prenez soin de votre machine, dormez bien, mangez bien, buvez bien. Et pensez à un contrôle minimum 2 fois par an chez l'ostéopathe pour éviter que le seau déborde et qu'on puisse le vider avant.